Oh, quel brin, quel brin, quel brin. Ça sent le bourbier, les amis, ça sent le bourbier. Ah, il me le met mon clavier en QWERTY, tiens, c'est nouveau ça. Ok, ah, c'est drôle. Du coup, je vais avoir du mal à me repérer, je pense. Bon, ma foi, tant pis. Ok, bon, je vais mettre juste titre. Ah, c'est pas mal ça. Ou, je sais pas si je vais l'appeler comme ça. Faut trouver un titre. On va dire ça. Ah, ça me paraît pas mal comme titre, ça. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà donc pour ce premier numéro de Parlons Maths. Le principe de ces Parlons Maths qui se feront donc en stream sur Twitch une fois par semaine, à condition que je sois bien disponible, hein, ça aussi ça va dépendre, mais bref. Le principe, ça sera essentiellement d'essayer de discuter de mathématiques. Donc soit ça peut être une thématique un peu générale, ça peut être une actualité, comme par exemple des sujets concours qui sont tombés récemment, des choses comme ça. Voilà, donc pour aujourd'hui, on va commencer par des choses plus ou moins simples. Je vais vous proposer de discuter d'un peu de combinatoire, puisque c'est quand même ma thématique de prédilection. Et j'aimerais vous partager quelques petites idées concernant le fait de se distribuer via de la combinatoire. Alors faire de la distribution, tout le monde sait comment ça marche normalement. En tout cas, si on est arrivé jusqu'en cinquième, on sait comment ça marche. On a une expression de la forme euh, k fois a plus b. Et puis pour distribuer, on va donc se retrouver à faire k fois a plus k fois b. Et donc la distribution, il y a plusieurs manières de le comprendre. Soit on peut très bien faire un petit dessin avec des arcs de cercle, comme beaucoup font pour pouvoir faire la distribution sans erreur et sans omettre de termes. Mais aussi, on peut le visualiser de manière un peu géométrique en disant c'est comme si j'étais en train de calculer l'aire d'un rectangle de largeur k, de longueur a plus b. Donc voilà, j'ai deux manières de calculer cette aire. Soit je calcule l'aire du gros rectangle, soit je peux décider de calculer l'aire du premier rectangle ici, donc qui va me donner k fois a, puis l'aire du second rectangle qui va me donner k fois b. Bon, très bien. Donc ça, ce sont les deux visions plus ou moins connues, en tout cas, de la distribution qu'on a l'habitude de faire quand on calcule donc dans les réels, dans les complexes, bref, dans de larges cas. Mais là, ce que j'aimerais vous amener, c'est un peu de philosophie combinatoire. En fait, l'idée de distribuer, c'est comme si on avait fait un choix. Je m'explique. Là, quand on a distribué pardon, k fois a plus b, en fait, on a fait un choix en disant, j'ai décidé de associer à k la lettre a. Puis, j'ai pu aussi faire le choix d'associer à K la lettre B. Alors, si on essaie de penser comme ça, je vais faire un exemple un tout petit peu plus grand, qui est aussi une distributivité connue. Puis petit à petit, on va rentrer dans le dur. Donc, si je voulais distribuer, comment dire, simplifier, bon, c'est pas vraiment simplifier, mais plutôt calculer, distribuer l'expression qui est ici, ce que je peux me dire, c'est que pour avoir les termes de ma distribution, du résultat final, je peux me dire, dans la première parenthèse, je choisis soit A, soit B, et dans la deuxième parenthèse, je choisis soit C, soit D. Et en faisant ces choix, en faisant en tout cas tous les choix possibles, eh bien, je vais me retrouver avec tous les termes qui me seraient possibles d'avoir. Donc là, par exemple, si je choisis dans la première parenthèse A et dans la deuxième parenthèse C, voilà, je me retrouve déjà avec un des termes de la distribution. Je peux aussi décider de choisir A dans la première parenthèse, puis D dans la seconde, et je me retrouve avec ce terme. Puis B dans la première, C dans la seconde, puis B dans la première, pardon, et D dans la seconde. Vous voyez, donc, en effet, distribuer, c'est un peu comme si j'avais fait un choix dans chacune des parenthèses du terme que je veux considérer. Et donc là, j'ai essayé de bien vous le mettre en avant, cette idée de choix. Et là, maintenant, on va appliquer cette idée de choix pour développer
une autre grosse formule et vous allez voir qu'elle va avoir deux très belles applications par rapport à des résultats que vous connaissez sûrement si vous êtes en classe préparatoire, voire même, je pense, en terminale. Alors, je vais vous proposer maintenant de distribuer le produit suivant. Donc, essayez de développer le produit suivant, xi plus yi, voilà, avec n, bon ici c'est bien sûr un entier naturel non nul, et puis bah, on va dire que les xi et les yi, ça va être des familles de variables. Ici, je peux, si vous préférez, dire que ce sont des nombres complexes. Mais bon, en soi, je pourrais considérer mes calculs comme être faits par des variables formelles. Alors, si je devais distribuer ce produit, en essayant de garder cette philosophie, je peux me dire que, en fait, dans chacune des parenthèses, je vais choisir soit de prendre xi, soit de prendre yi. OK? Et ce, pour chacun des indices de i. Donc, le i va correspondre à dire, je vais regarder la ième parenthèse. Et dans la ième parenthèse, je vais donc choisir soit x, soit y. OK? Partant sur cette idée-là, à quoi peut ressembler un terme général de ce produit? Eh bien, si je dois réfléchir à quoi peut ressembler un terme général, c'est, bah, par exemple, sur la première parenthèse, je vais choisir x1. Sur la deuxième parenthèse, je peux très bien choisir x2. Sur la troisième parenthèse, je peux choisir y3. Sur la quatrième parenthèse, je peux choisir x4, etc. Jusqu'au dernier, disons que j'ai choisi yn. Vous voyez? Et ça me donne déjà un terme qui va apparaître dans toute la somme correspondant au développement de ce produit. Alors maintenant, si je me dis, OK, il n'y a que deux choix possibles dans chacune des parenthèses. En soi, si je choisis exactement à quel moment je veux prendre le xi, par déduction, je saurai à quel moment je vais choisir les yi. Donc ce qui pourrait être pas mal, c'est de me dire, bah en fait, c'est comme si je choisissais un sous-ensemble de parenthèses dans lequel je vais dire, je prends x, et les autres, automatiquement, ça sera forcément choisir y. Et si je le vois comme ça, bah en fait, je me rends compte que le résultat va être paramétré donc par des parties de 1n. Et voilà alors le résultat que l'on peut donc écrire partant de ces idées-là. Ça va être la somme sur l'ensemble, sur les sous-ensembles de l'ensemble 1n, vide inclus, bien sûr, du produit pour i appartenant à grand I de xi. Donc l'ensemble grand I correspond à mon sous-ensemble d'éléments que j'ai pris dans, dans les parenthèses. Hein, donc, pardon, ça correspond au sous-ensemble de parenthèses dans lesquelles j'ai choisi de prendre x. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et puis, bah, il reste aussi à paramétrer les y. Donc, en effet, je vais avoir le produit pour j appartenant à l'ensemble 1n sauf i des yj. Et voilà, je viens donc de développer ce gros produit. Alors, je vous propose de faire un exemple pour vraiment voir ce que j'ai expliqué là vraiment très rapidement l'argumentation que je viens de sortir. Donc, si je m'amuse à le faire, bon, je vais peut-être pas le faire pour un trop gros nombre, on va dire 3 déjà, ça sera pas mal. Si je m'amuse avec n égale 3, juste à refaire l'argumentation que je viens de vous donner pour pouvoir expliquer pourquoi le développement, c'est bien de la forme que j'ai donnée. Donc, comme j'ai expliqué, il vous suffit de dire à quels endroits je vais choisir x dans mes parenthèses et automatiquement, je sais que les autres endroits, ça va être des y. Alors, bah, quels sont les ensembles i que je pourrais avoir? Bah, je pourrais très bien avoir le vide. Donc là, ça veut dire que je prends aucun x. Si je prends aucun x, alors le terme que je vais obtenir, ça va être y1, y2, y3. Puis ensuite, je peux très bien dire, bah, je vais prendre juste la première parenthèse pour mettre x. Donc je vais me retrouver avec x1, puis ensuite y2, y3. Puis ensuite, pareil, je pourrais dire, je vais prendre juste x2, donc je vais avoir y1, x2, y3. Puis je vais faire pareil avec le troisième, donc j'ai y1, y2, x3. Et je continue avec les sous-ensembles à deux éléments. Donc je peux avoir x1, x2, y3, x1, y2, x3,
x, alors pas x d'abord, y1, x2, x3, et j'aurai enfin le dernier terme qui correspond à prendre dans toutes les parenthèses le x. Donc j'ai x1, x2, x3. Et vous voyez, on a en effet un paramétrage assez naturel de tous les termes de notre développement en fonction des sous-ensembles de 1n. Et ce qui est assez amusant, c'est que on va pouvoir utiliser cette formule pour démontrer des trucs très sympas que vous connaissez bien, notamment par exemple la formule du binôme de Newton. Donc je vais faire l'exemple de la formule du binôme de Newton en ouvrant une nouvelle page. Donc, application. Donc, la première application que j'aimerais donner, c'est pour le binôme de Newton. Alors je ne vais pas rappeler la formule pour l'instant, parce que j'aimerais vous montrer comment on peut la retrouver à partir de ce que je viens d'écrire. Eh bien, le binôme de Newton, c'est censé être le développement de a plus b à la puissance n. D'accord? Avec a et b, bien sûr, ici, des nombres complexes toujours, hein. Ça peut être encore une fois des variables formelles si on ne veut pas s'embêter, mais voilà. Donc si je veux développer ce produit, enfin cette puissance-là, hein, c'est la même chose qu'un produit, en fait, je peux me rendre compte que c'est la même chose que le produit que j'ai donné tout à l'heure, hein, donc xi plus yi, i allant de 1 à n, avec la condition que tous les xi sont égaux à a et que tous les yi sont égaux à b. Donc en partant de la formule que j'ai écrite tantôt, je vais pouvoir écrire la chose suivante. J'ai donc la somme pour i sous-ensemble de 1n. De quoi? Eh bien, je vais avoir un produit pour i dans grand I de a fois le produit pour j qui n'est pas dans grand I, permettez-moi juste d'écrire ça pour écrire les choses plus simplement, de b. Mais ces produits-là, maintenant, je peux les calculer, en fait, par rapport à tout à l'heure où je ne pouvais pas vraiment simplifier plus que ça. Là, je peux les calculer. Le produit pour i dans grand I, c'est tout simplement, là, d'une constante, c'est tout simplement cette constante à la puissance, le nombre d'éléments qu'il y a dans i. Donc, je vais me retrouver avec, toujours somme, pour i sous-ensemble de 1n, du produit, donc de a à la puissance, le nombre d'éléments qu'on a dans i, je vais noter avec ce symbole la cardinalité. Donc j'ai a à la puissance le nombre d'éléments qu'on a dans i, fois ensuite b à la puissance, eh bien, le nombre d'éléments qui n'est pas dans i. Donc c'est-à-dire tous les éléments qui sont dans 1n, mais qui ne sont pas dans i. Donc autrement dit, je me retrouve avec n moins le cardinal de i. Alors c'est pas encore la formule du binôme de Newton, mais vous devriez sentir qu'on s'en rapproche dangereusement, surtout si vous la connaissez bien. Et en fait, bah, l'idée pour enfin arriver à ce qu'il faut, c'est de se dire, oui, alors je peux essayer de rassembler les termes ensemble, puisque bah, pour plusieurs ensembles i, je pourrais avoir le même terme a à la puissance quelque chose et b à la puissance n moins le même quelque chose, et juste essayer de rassembler. Donc on voit qu'apparemment le rassemblement, on va le faire par rapport à la cardinalité de i. Donc, ce qui semble être une bonne idée, c'est de faire une sommation par paquet en disant bah, je vais faire une somme par rapport à la cardinalité de i. Quelles sont les cardinalités possibles de i pour i sous-ensemble de 1n? Eh bien, soit au plus petit, i peut être vide. Donc là, dans ce cas-là, je me retrouve avec une cardinalité qui peut valoir 0. Ou alors, i peut valoir en fait tout l'ensemble entier. Et dans ce cas-là, je me retrouve avec n. Donc je me retrouve avec cette somme euh, qui va nous permettre de faire un découpage par paquet. Et je vais réécrire ensuite la somme toujours pour i sous-ensemble de 1n. Et cette fois-ci, je précise que le cardinal de i, je veux qu'il soit fixé à k. Donc là, je suis en train de faire une formule de sommation par paquet, hein, c'est assez classique à faire. Et là, je me retrouve donc avec a à la puissance. Bah, maintenant, je sais que le cardinal de i, c'est k. Bon, bah, j'écris juste a à la puissance k fois b à la puissance n moins k. Et là, chose assez rigolote, c'est que le terme que vous voyez ici ne dépend plus du paramètre de l'ensemble i. Donc comme il ne dépend plus de l'ensemble i, vous pouvez sortir cette chose-là de la somme. Et vous allez vous retrouver alors avec somme pour k allant de 0 à n de a à la puissance k, b puissance n moins k. Et vous avez une somme de 1 finalement,
en ayant tout mis en facteur, pour I sous-ensemble dans un N de cardinalité égale à K. Et là, bah, vous vous rendez compte que cette somme-là, bah, ça va tout simplement être égal, je vais peut-être mettre une autre couleur, cette somme-là, ça va tout simplement être égal au nombre de parties, donc c'est le cardinal de parties de 1n de cardinalité K. Et maintenant, la question est donc, combien y a-t-il de sous-ensembles à K éléments dans un ensemble à N éléments? La réponse pardon, est assez simple, c'est le coefficient binomial K parmi N. Et voilà, je viens donc de démontrer, avec cette très jolie formule et vraiment cette vision joliment combinatoire, que A plus B à la puissance N, c'est bien la somme pour K allant de 0 à N, de K parmi N, A à la puissance K, B puissance N moins K. Voilà. Alors, il y a eu bien sûr une autre façon d'expliquer ce résultat, mais c'est basé sur la même idée. On aurait pu très bien l'expliquer. Et c'est en cela qu'elle est basée, hein, la preuve combinatoire de cette formule du binôme de Newton. C'est vraiment de se dire, en fait, le fait de développer ce produit A plus B à la puissance n, c'est comme si je disais, dans chacune des parenthèses, je vais choisir si je prends A ou B. Et après, bah, je me dis, bah, je vais prendre un sous-ensemble d'éléments de parenthèses dans lequel je vais prendre A. Et donc, bah, quelles sont les possibilités de termes que je pourrais avoir? Bah là, je vais me rendre compte que je vais forcément avoir des termes de la forme A puissance K, B puissance N moins K avec K qui va aller de 0 à N, parce que ça dépend tout simplement de la cardinalité de l'ensemble de parenthèses que j'ai choisi. Et ensuite, tout ce qui me reste à faire, c'est de compter le nombre de possibilités dans lesquelles je peux me retrouver avec le terme que j'ai choisi, A puissance K, B puissance N moins K, et ce nombre, bah, c'est exactement le même nombre de sous-ensembles de parenthèses que je choisis parmi les N parenthèses où je vais mettre un A, et donc bah là, en l'occurrence, ça donnera bien K parmi N. Alors, je vais faire maintenant un autre exemple de la formule que nous avons vue donc plus haut. L'autre exemple et l'autre application que j'aimerais vous mettre en avant, c'est les relations coefficients-racines. Alors, pour vous rappeler ce que c'est cette chose-là, bah, par exemple, si je m'amuse à regarder x moins a fois x moins b, ce truc-là, j'ai x carré moins a plus b le tout fois x plus a fois b. Et donc, les relations coefficient-racine, c'est justement de dire que ce coefficient-là, c'est juste moins la somme des racines. Donc ici, les racines, c'est a et b. Et le coefficient qui est constant ici, c'est tout simplement le produit. Et là, je l'ai fait pour un polynôme de degré 2. OK. Mais qu'en serait-il si je m'amusais à le faire avec un polynôme de degré n? Et donc, bah, c'est là où on va avoir à nouveau la preuve des formules de relations coefficient-racine de manière générale. Donc là, je vais le faire. Si je m'amuse à regarder le produit pour i allant de 1 à n de x moins alpha i, ok, avec toujours bon, x est une variable formelle ou x ça peut être un nombre complexe comme vous voulez, et alpha bah, ça va être un nombre enfin ça va être un ensemble de nombres complexes encore une fois, ou encore une fois ça peut être des variables formelles. Donc je vais utiliser la même formule que au-dessus, hein, donc toujours le produit des xi plus yi que j'ai développé plus haut. Et donc, bah, en utilisant cette formule, je me retrouve avec somme pour i sous-ensemble de 1n. De quoi? Eh bien, du produit pour i dans grand I de grand X fois le produit pour j qui n'est pas dans grand I de alpha j. Et là, encore une fois, je vois qu'il y a des termes que je peux calculer facilement. Là, il y a un produit que je peux calculer facilement, c'est x, le produit des x pour i dans grand I, ben ça va donner exactement x à la puissance le cardinal de i. Ça va me donner, comme je l'ai dit, x à la puissance le cardinal de i. Et donc, encore une fois, comme on le ferait quand on aurait développé un polynôme, hein, un produit de polynôme, eh bien, on va rassembler les termes selon les degrés des monomes qui sont en jeu, donc les x puissance. Et donc, pour cela, on se rend compte qu'il faut une nouvelle fois faire un découpage par paquet selon la cardinalité de i. Donc, si je m'amuse à faire ça, je me retrouve avec à nouveau somme pour k allant de 0 à n, car encore une fois, cette chose-là, ça correspond exactement à justement découpé selon la cardinalité de i, qui peut aller de vide jusqu'à
tout l'ensemble tout entier. Et puis ensuite, j'ai x, je vais tout de suite me permettre de mettre en facteur, j'ai un x puissance. Alors j'ai oublié de mettre un moins, c'est vrai que c'est important quand même. Je vais mettre un moins. Parce que là, il y a un moins dans mon produit. Tout à l'heure, il n'y avait pas de moins, là, il y en a un. Donc il faut quand même faire attention. Donc je fais attention, il y a un moins. X à la puissance k, très bien. Il y a même un moins 1 à la puissance n-k qui va sortir. Et puis il me reste la somme pour i sous-ensemble de 1n. Euh, donc tac, ça c'est bon. De cardinalité de i qui est égal à k. De quoi? Eh bien de produit pour j qui n'est pas dans i des alpha j. Bon, on peut ne pas être totalement content de la façon dont j'ai écrit la chose. Alors, on peut simplifier un peu, parce que là, en fait, mon produit sous l'ensemble i, et puis après, je dis, je prends des éléments qui sont pas dans i. Je pourrais très bien juste faire un changement de variable sur ma somme, un changement de variable assez amusant en disant, bah, je vais considérer l'ensemble j comme étant tout simplement l'ensemble 1n moins l'ensemble i que j'avais au départ. Si je fais ça, là, je vais me retrouver avec un produit pour j qui doit appartenir cette fois-ci à j. Donc ça va être un petit peu plus agréable à écrire. Je vais me retrouver avec somme pour k allant de 0 à n, x puissance k, toujours moins 1 puissance n moins k, et maintenant somme pour j sous-ensemble de 1 n, cardinalité de j égale n moins k du coup, puisque c'est le complémentaire, du produit pour j appartenant à grand J de alpha j. Alors, il y en a qui peuvent être encore sceptiques hein, par rapport à ce que je viens d'écrire. Donc là, ce truc-là, ce que j'affirme, c'est que c'est ce résultat-là qui vous donne les formules de coefficients, de relations coefficients-racines. Donc, c'est-à-dire que si j'écris mon produit de x moins alpha i allant de 1 à n, je peux, donc si je décide de l'écrire sous la forme, j'ai x puissance n plus la somme pour, qu'est-ce que je vais mettre? Pour k, ouais. Pour k allant de 0 à n de ck x puissance k, eh bien, ce que je viens de démontrer, c'est que ck, c'est nécessairement ce moins 1 puissance n moins k somme pour j sous-ensemble de 1n, cardinalité de j égale n moins k, de quoi? Eh bien, du produit pour j d'un grand J de alpha j. Et donc, je disais pour les plus sceptiques d'entre vous, cette chose-là, je peux la réécrire autrement. En effet, qu'est-ce que ça veut dire prendre un sous-ensemble de 1n? Bah, c'est la même chose que de prendre une collection d'entiers compris entre 1 et n, tous distincts et ordonnés, en disant bah, il faut que l'un soit plus petit que l'autre, soit plus petit que l'autre, etc., strictement. Et donc, bah, je peux très bien réécrire ma somme de la manière suivante, en explicitant en fait à quoi peut ressembler mon ensemble J. Et donc, je vais me retrouver avec ce truc-là, somme 1 inférieur ou égal à, disons, I1 inférieur strict à I2, peut-être J, parce que je les ai appelés J, ça serait quand même mieux. Donc, hop, J1, J2, strictement plus petit jusqu'à strictement plus petit à Jn-K, inférieur ou égal à N. Voilà. Et là, je vais me retrouver tout simplement avec alpha J1 fois alpha J2 fois, fois alpha J n-k. Alors, on va faire quand même un exemple, hein, juste pour illustrer un petit peu plus ce que je viens de faire là, hein, exactement comme j'ai fait tantôt avec le produit des xi, yi, parce que bon, bah, j'ai fait le cas n égale 2, vous pouvez vous amuser à vérifier que pour n égale 2, on retrouve bien les formules que j'ai écrites plus haut. Si maintenant je m'amusais à faire x moins alpha 1, x moins alpha 2, alors ce serait bien de ne pas mélanger les alpha avec les x moins alpha 2, x moins alpha 3, eh bien, je vais m'en trouver avec quoi? Eh bien, je vais m'en trouver avec x. Donc là, je triche parce que je vais écrire les formules directement, mais vous pouvez vous amuser à développer et vérifier que ça marche bien. Donc, moins la somme des racines
plus ensuite la somme des doubles produits de racines, donc alpha 1, alpha 2 plus alpha 1, alpha 3 plus alpha 2, alpha 3, x, et enfin, moins d'ailleurs, c'est moins le produit des trois racines, alpha 1, alpha 2, alpha 3. Et voyez qu'en effet, on a à chaque fois pris des sous-ensembles, donc là par exemple pour x2, on a pris des sous-ensembles de cardinalité 1, et on a fait le produit des racines avec une seule racine prise, donc là alpha 1, alpha 2, alpha 3. Après on a fait les doubles produits, et après on a fait le triple produit. Je vous laisse vraiment le soin de faire un peu plus de calculs par vous-même pour voir en effet que ça marche bien. Alors il y aurait plein d'autres trucs à raconter hein, sur le lien coefficient racine. Ça sera probablement l'objet d'un autre épisode de Parlons maths. On verra ça probablement plus tard. Mais pour dire juste très rapidement les choses, ces expressions-là, ce sont quand même des polynômes très sympathiques, des multinomes, je devrais dire, très sympathiques, qui sont symétriques par rapport aux différents éléments qui sont en jeu. Donc là, par rapport aux alpha i, c'est symétrique, qui sont de degrés homogènes, etc. Moi, bon, je pense que ça vaudra une autre discussion. Bien, alors allons encore un tout petit peu plus loin et bon, on va voir si je m'arrête là-dessus ou si je vais jusqu'au bout. Mais allons un tout petit peu plus loin. Là, pour l'instant, je me suis amusé à faire des produits avec juste deux termes. Que se passerait-il si je m'amusais à faire le produit avec plus de termes que cela? Alors, je m'explique, hein, je vais quand même fixer le nombre de termes que je veux. Je vais noter m euh, entier naturel non nul, le nombre de termes que je veux dans mon produit. Et ce que je propose, c'est maintenant de regarder le produit pour i allant de 1 à n de la somme. Ça va être rude, là, je vous préviens. Donc j allant de 1 à m. De quoi? Eh bien, de x indice i. Alors, je vais mettre peut-être indice ij parce que ce sera peut-être plus simple. Ouais, indice ij. Donc x indice ij, comme ceci. Donc, que se passe-t-il si je m'amuse à développer maintenant ce produit? Alors, si vous avez compris, la mentalité que j'ai essayé de vous faire comprendre à travers les différentes distributions que j'ai faites juste avant, vous pouvez vous dire, bah, en fait, dans chacune des parenthèses, on va choisir un des J parmi les éléments qui vont de 1 à M. Et puis, bon, bah, je vais continuer cela à chacune des parenthèses. Et chacun de ces choix vont m'amener ensuite au résultat final. Donc, par exemple, si je devais essayer d'écrire un terme possible dans mon résultat, en me basant un petit peu encore sur cette idée. Par exemple, sur la première parenthèse, je peux dire que je vais prendre le troisième terme. Sur la deuxième parenthèse, je vais prendre le cinquième terme. Sur la troisième parenthèse, je vais prendre le premier terme. Sur la quatrième parenthèse, je vais prendre je sais pas, ça peut être n'importe quoi, donc disons deuxième terme, etc. Et puis disons que le dernier, je vais dire, bah, ça va être la énième parenthèse. Je choisis de prendre la m-unième, le m-unième terme de la somme. Donc voilà à quoi peut ressembler un terme de mon produit, sachant que bien sûr vous avez n variables dans chacun de ces termes, hein, dans votre produit là qui forme ce terme. Et donc, vous pouvez vous dire, mais en fait, c'est un peu la même chose. Je suis en train de, je pourrais très bien paramétrer en disant, bah, dans chacune des parenthèses, j'ai juste choisi quel élément je voulais prendre. Et donc, alors, moi, je vais essayer de l'écrire le plus naturellement possible. En fait, je vais avoir une espèce de, c'est comme si j'avais pris un sous-ensemble. Donc si je paramètre par rapport au J, exactement comme j'ai fait tout à l'heure quand j'ai dit que je paramétrais par rapport à X ou par rapport à Y, je peux me dire pour chacun des J, dans quelle parenthèse est-ce que j'ai décidé de prendre ce XIJ, quoi. Et du coup, paramétrer par rapport à l'ensemble des parenthèses dans lequel j'ai décidé de prendre le Jn terme. Si on le fait comme ça, alors on peut se rendre compte qu'on peut paramétrer par rapport à des partitions de un n, pardon, qui sont faits de M ensemble.
Donc c'est exactement ce que je vais faire. Je vais poser une petite notation quand même entre deux pour que ce soit clair. Je vais noter Pm de n, l'ensemble des collections I1, Im, tel que je veux que chacun des ensembles soit un sous-ensemble de 1n. Je veux, bah, ouais, ouais. Je veux, donc je rappelle les trucs qu'il faut vérifier pour avoir une partition. Je veux que IJ inter IJ' soit vide pour J différent de J'. Et je veux également que l'union de tout le monde, hein, donc I1, union I2, union blablabla, union IM, bah ça soit égal à l'ensemble tout entier. Donc voilà, donc ça donc ce que j'ai écrit là, c'est justement demander à avoir une partition. Hein. Demander ça, c'est demander une partition. Et donc maintenant que j'ai posé un peu la notation pour rendre les choses un petit peu plus compactes, eh bien je peux écrire la chose suivante. Mon développement, ça va être la somme pour I1, IM, élément dans PMN. De quoi? Eh bien je vais avoir le produit pour I1, petit I1 appartenant à grand I1 de X, là on s'accroche, XI1, XI1, 1. Je vais peut-être descendre un peu parce que sinon je vais pas avoir la place. Voilà, parfait. Tac. Donc je vais avoir ça, fois le produit pour I2 appartenant à grand I2 de XI2, XI2, 2, etc. Jusqu'au dernier, donc IM appartenant à I grand IM de X petit im, M. Je vais peut-être pas mettre. Ouais. J'aurais peut-être dû mettre des virgules, mais bon. Ça fait beaucoup d'indices, mais voyez, la philosophie, c'est vraiment l'idée de, dans chacune des parenthèses, j'ai fait le choix entre est-ce que je prenais celui avec j égale 1, ou j égale 2, ou j égale 3, jusqu'à j égale m. Et ceci me donne à la fin une partition avec m parts de mon ensemble 1n. Alors, sachant que cette partition, malheureusement, j'ai pas beaucoup de contrôle. C'est-à-dire que c'est pas pour une partition fixée, pardon, je peux pas dire exactement ce qui va se passer. Donc je peux pas a priori très bien rassembler suivant la partition que j'ai en main. Je pourrais m'amuser quand même à essayer de simplifier la formule que j'ai écrite, hein, mais je- bon, je pense qu'elle est assez claire et déjà assez difficile à bien appréhender comme ça. Alors d'ailleurs, je suis en train de me dire, je me suis loupé sur une notation, mais c'est pi, hein, bien sûr, c'est pi mn, sinon ça va pas. Paf. Et bah, en fait, de ça, on peut par exemple en déduire la formule du multinôme. Euh, donc je vais l'écrire parce que je pense que c'est intéressant ça. La formule du multinôme de Newton. De Newton. Je pense que ça peut être pas mal de terminer là-dessus. Donc si je parle de la formule du multinôme de Newton, en fait la formule du multinôme de Newton, c'est bah, la généralisation du binôme de Newton, sauf que maintenant on va considérer des multinômes. Donc les multinômes, ça va être des choses comme ça. Donc c'est des coefficients multinomiaux de cette forme-là. Et ça va être donné par la formule suivante. Donc ça va être n factoriel divisé par k1 factoriel, k2 factoriel, tac tac tac, jusqu'à kn factoriel. Et bien sûr, la notation est valide à condition, donc elle ne vaut pas 0, à condition que k1 plus k2 plus blablabla plus km soit égal à n. Voilà. Donc ça, c'est justement la définition d'un multinôme. Et en fait, le multinôme, ça correspond exactement à se poser la question, mais ok, combien j'ai de possibilités de prendre qu'un élément dans un paquet, puis ensuite K2 éléments dans un autre paquet, puis K3 éléments dans un autre paquet, etc. Donc ce nombre-là, c'est justement le nombre d'éléments qu'on va avoir dans, que je fasse, alors,
Faut que je sois bien précis. Donc ça va être le nombre d'éléments que nous avons, donc I1, IM, partition comme tantôt, donc pi mn, avec comme condition que le cardinal de IJ, c'est égal à KJ. Et de la formule précédente, on peut alors démontrer que enfin, donc, je vais écrire la formule. Donc si je m'amusais à faire le produit de x1 plus tac 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 jusqu'à xm à la puissance n, je peux démontrer que ça va être la somme pour 1 inférieur ou égal à k1, strictement plus petit à km. Euh, Attendez, je suis plus très sûr de ce que j'ai écrit là. Non, c'est pas ça. Il faut que K1 plus K2, donc c'est ça. C'est l'ensemble des KI qui sont tous positifs, plutôt. Voilà. Je vais peut-être y arriver comme ça. Donc K1 jusqu'à KM positif. Tel que je veux que la somme, voilà, je me disais, j'ai écrit une bêtise, soit égale à N. C'est ça. Donc du multinôme, donc K1, KM, N. Et après, bah, je fais x1 à la puissance k1, etc. jusqu'à xm à la puissance km. Et vraiment, si vous regardez la formule que j'ai écrite plus haut, eh bien, en effet, vous voyez que le produit qui est ici, si vous remplacez tous les xi1 1 par juste x1, vous avez en effet x1 à la puissance le cardinal de i1. Puis ensuite, vous avez x2 à la puissance le cardinal de i2, etc., etc. Et après, on se réamuse à faire un, un découpage par paquet selon la cardinalité des ensembles I1 jusqu'à IM. Et donc ces cardinalités, ils peuvent varier, donc ce sont des éléments, des entiers qui sont tous positifs, et ils peuvent varier tant que la somme de K1 jusqu'à Kn est égale à N. Et donc vraiment avec une méthode très similaire à ce que je vous ai présenté déjà pour les deux calculs relation coefficient racine et binôme de Newton, eh bien on peut s'amuser à démontrer cette formule du multinôme. Je vous laisse le grand plaisir de chercher à le démontrer par vous-même. Et je pense que cela peut conclure ma petite discussion sur le fait de distribuer via de la combinatoire. Voilà. Bon, j'espère que mon écriture n'était pas trop dégueulasse, hein. Je sais que quand j'écris sur tablette, c'est pas toujours très joli, mais j'espère au moins que vous avez pu apprécier cette vision combinatoire de tout ça. On verra bien qu'est-ce que sera la prochaine thématique, je sais pas encore. J'hésite entre plusieurs choses, soit, ouais, je vais vous le dire, soit parler des graphes planaires, euh, comme je l'avais un petit peu, comme j'en avais fait un petit peu la pub la dernière fois. Donc soit vous parlez de graphes planaires et puis notamment du problème des trois maisons. Je trouve que c'est pas mal comme petit truc. Ou alors peut-être vous parler un peu des fonctions symétriques. À voir. Voilà, parce que là, bon, justement, en tombant sur les fonctions symétriques, je me dis, ça peut être sympa aussi à développer ça. Il y a des trucs à dire. Bref, bah, le prochain stream, c'est mercredi 21h pour une nouvelle colle du soir. Et puis bah là, la prochaine semaine, hein, donc là, je dis plus les mots dans le bon sens. La semaine prochaine, eh bien, ça sera un numéro 2 de Parlons Maths. Et bon, bah, ça peut être dans l'un des deux de ces thématiques ou ça peut être autre chose, on verra bien. Ça dépendra des envies et puis peut-être de ce que vous avez envie de proposer pour la prochaine fois, peut-être, hein. À voir. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et puis bah, à très bientôt. Bah allez, salut tout le monde!